bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 octobre 2020 pour le 211e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui va être principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque comme je le craignais, maintenant que les élections locales, en tout cas le premier tour des élections locales est passé en Ukraine, eh bien la situation se détériore. Je vais aussi parler plus longuement de l'évolution de la situation en Ukraine sur le plan démographique, économique, politique, tout ça. Je vais refaire un tout petit point sur le Haut-Karabakh, sur certaines informations de dernière minute qui sont tombées. Et je vais avoir un pendant ce temps-là à Kiev qui est pas drôle du tout. Donc je vais faire appel à vous pour essayer de trouver un nouveau nom pour cette section quand j'ai ce genre de cas. Vous allez comprendre une fois qu'on y sera. Sur le plan militaire, eh bien, du 24 au 30 octobre 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 12 reprises, donc on est à 2 fois moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 48 munitions, donc là aussi en baisse, dont 6 obus de mortier de 82 mm. Par contre, l'armée ukrainienne continue d'utiliser les missiles anti-chars et a ressorti les drones, puisqu'on a eu un soldat de la RPD qui a été tué à cause d'un de ces engins, je vais y revenir en détail. Il faut rajouter une violation de la part de l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures à l'arme légère. Côté ukrainien, ils ont toujours des pertes hors combat. Ils ont eu 4 morts et 7 blessés cette semaine. Donc tout ça en sachant que nous ne répondons pas aux provocations de l'armée ukrainienne. Donc qu'est-ce que ça serait sinon ? Au niveau autre violation des accords de Minsk et des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, eh bien l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front. Entre autres, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 34 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, à savoir dans le détail un système de défense antiaérien OSA, un véhicule de transport de troupes blindées type BTR, 23 véhicules de combat d'infanterie type BMP et 5 véhicules blindés, bien sûr, pour cacher toutes ces violations. Eh bien, l'armée ukrainienne reprend le brouillage des drones de l'OSCE. Cela a eu lieu à 4 reprises cette semaine, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et donc, comme je le disais au début de ce site-rep, cette semaine, un soldat de la RPD a perdu la vie après qu'un drone de l'armée ukrainienne ait largué la charge explosive qu'il portait. Donc, bon... Vous suivez ces sites-rep régulièrement, vous savez donc que depuis fin septembre, la situation se détériore, les violations du cessez-le-feu ont repris, ont augmenté progressivement, puis le calibre des armes utilisées, on est arrivé de nouveau jusqu'au mortier de 120 mm. Là on a eu un général des forces armées ukrainiennes qui a annoncé que l'armée ukrainienne attendait de recevoir l'ordre de lancer une offensive contre le Donbass. Voilà. Le tout sur fond quand même de la date butoir d'1 an que Zelensky avait fixée après le dernier sommet au format Normandie, elle commence à approcher, puisque c'était le 9 décembre, donc bon, encore un gros mois et puis on y est, quoi. C'est la date butoir qu'elle avait fixée, je rappelle, pour arriver à appliquer les accords de Minsk, et que si d'ici là on n'y arrivait pas, on passerait au plan B, voilà. Et puis comme je le craignais, la défaite électorale de Zelensky est maintenant évidente, je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc après le premier tour des élections locales, malgré de multiples fraudes, les candidats de serviteurs du peuple se sont pris une déculottée, et donc le risque c'est que la situation se mette à dégénérer, surtout avec la reprise du conflit dans le Haut-Karabakh et la position de neutralité de la Russie dans ce conflit. Donc là en Ukraine ils sont en train de se dire « Ah, mais peut-être que si on attaque le Donbass, ils réagiront pas non plus, tu vois ». C'est un peu mal calculé le truc là quand même. Donc là ils se disent qu'il y a un coup à tenter, donc là, il y a pas mal de craintes sur un risque d'offensive vers Dokuchaïevsk, au sud de Donetsk, parce que c'est vrai que dans ce coin-là, les positions sont beaucoup plus, on va dire, clairsemées que en périphérie de Donetsk ou de Gorlovka, par exemple, où ça serait une boucherie, ça serait un Stalingrad bis pour eux. Ce qui amène à penser qu'on se dirige vers un scénario comme ça, c'est que dès le lendemain du premier tour des élections, il y a eu un train chargé de camions militaires et d'engins du génie qui est arrivé à la gare d'Artyomovsk, donc c'est Bakhmut maintenant, parce qu'ils ont renommé ça à cause de la décommunisation. Donc c'est une ville qui est côté ukrainien, qui est au nord de Gorlovka. Je vais vous montrer une petite carte. Et donc comme on peut le voir sur les photos
qui ont été publiés par la chaîne Telegram Joker DNR, on voit clairement hein, que ce train est chargé voilà, de camions militaires, d'engins du génie, dans une suite de wagons interminables. Bon, d'après cette chaîne Telegram qui est généralement très bien informée, un deuxième train est arrivé une fois la nuit tombée, avec cette fois des chars d'assaut et des canons automoteurs, donc là c'est autre chose déjà. Et donc l'incident avec le drone a eu lieu le 29 octobre, donc la veille, l'armée ukrainienne avait tiré au mortier de 82 mm, mais aussi, on l'a découvert plus tard, au missile anti-char guidé, près de la localité de Naberezhnoye. Le lendemain, certains des obus de mortier n'ayant pas explosé, le ministère des situations d'urgence a envoyé des démineurs pour éliminer les obus, hein, parce que c'est dangereux, parce qu'après il y a des gens qui les manipulent ou qui peuvent tomber dessus, et bon bah ça peut se mettre à péter à retardement quoi. Et donc c'est extrêmement dangereux. Donc les démineurs étaient là pour éliminer ces mortiers de 82 mm non explosés, et au moment où ils se trouvaient là, les forces armées ukrainiennes ont envoyé un drone à travers la ligne de front vers l'endroit où se trouvaient justement les gars du ministère des situations d'urgence. Les soldats de la RPD qui se trouvaient non loin de là, donc sur les positions qui étaient traversées par le drone, l'ont repéré, ont repéré l'engin, lui ont tiré dessus, l'ont endommagé, et il s'est écrasé. Malheureusement, en fait, la personne qui était aux commandes a eu le temps en fait de larguer la charge explosive avant que le drone ne s'écrase au sol. La charge a explosé sur les positions de la milice populaire de la RPD, tuant sur le coup un soldat. Donc je vais vous montrer une petite photo du drone qui a été montré par la milice populaire hier. Ce que vous voyez à droite, c'est les restes de l'engin explosif. Voilà, vous voyez comme c'est rempli de plein de petites billes de métal, histoire de faire un maximum de blessures. Voilà, le but c'est de mutiler au maximum. En tout cas, suite à la mort de ce soldat de la RPD, une réunion extraordinaire du groupe de contact en charge des questions de sécurité a eu lieu au format vidéoconférence pour essayer une fois de plus d'obliger l'Ukraine à préciser les modalités de fonctionnement du fameux mécanisme de coordination qui est censé assurer le fonctionnement des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Que l'Ukraine dit, non, il n'y a pas besoin de le préciser, non, forcément. Tant que c'est pas précisé, vous pouvez continuer de refuser les inspections conjointes de vos positions où vous creusez de nouvelles tranchées comme près de Choumi. Forcément. Bon, je vous épargne le suspense, ça n'a rien donné. Alors là, ils ont promis par contre que la semaine prochaine, ils remettraient leur propre version de la feuille de route pour appliquer les accords de Minsk. Je pense, spoiler alerte, que ça va être un truc qui respecte pas du tout les accords de Minsk. Ils vont nous la faire encore avec leur histoire de on veut les élections après la reprise de la frontière. Enfin, ils vont tout nous mettre à l'envers et puis voilà. Donc non, enfin je veux dire alerte spoiler quoi. Je veux dire bon, les représentants de l'RPD, de l'RPL se veulent diplomates en disant bon au moins ils vont nous fournir leur version du truc et on va pouvoir commencer à discuter en comparant notre version et leur version. Mais ils vont nous présenter un truc qui a rien à voir avec le schmilblick comme d'habitude. Je veux dire qu'on les connaît. Putain. Je vais revenir vite fait sur le coronavirus. Coronavirus en RPD, on en est à 6780 cas, soit 907 de plus que la semaine passée, dont 555 morts, soit 116 de plus, et 2570 guéris, soit 897 de plus que la semaine passée. En RPL, on en est à 1559 cas, soit 118 de plus, 80 morts, soit 12 de plus, et 1223 guéris, soit 136 de plus. En Ukraine, on a l'air d'aller enfin vers une décélération de l'augmentation du nombre de cas. Je parle bien de décélération de l'augmentation, parce que le nombre de cas continue à augmenter, mais un peu moins rapidement, puisqu'ils en sont à 387 481 cas, soit 50 071 de plus que la semaine dernière, dont 7 196 morts, soit 907 de plus en une semaine. Ils ont toujours un bilan qui est quand même pas top. Donc on continue de n'accepter les gens venant de l'Ukraine via le point de passage de Yelenovka qu'au compte-gouttes. Voilà, quelques dizaines de personnes à chaque fois, environ 70, maximum une centaine,
pour pouvoir les gérer en fait dans l'hôpital mobile qui a été installé. D'ailleurs, le ministère des situations d'urgence de la RPD s'est dit prêt à installer d'autres hôpitaux mobiles si jamais il fallait faire face à un afflux tel de patients atteints du coronavirus que les hôpitaux normaux ne puissent plus gérer. Donc ça, c'est une chose qui est en train de se mettre en place. On a eu un nouveau convoi d'aide humanitaire qui est arrivé de la Russie, qui contient entre autres des médicaments et du matériel pour tout ça, comme je l'avais annoncé. Je vais parler de la situation en Ukraine. Donc comme je le disais, le premier tour des élections a eu lieu. Et comme on pouvait le craindre, y a eu des fraudes massives, ça a été révélé par Anatoly Chary. Je vous rappelle que j'avais traduit un article sur les différentes méthodes de fraude potentielles qui étaient utilisables lors de ces élections locales, et l'une des méthodes qui était listée dedans a été utilisée, à savoir la falsification des protocoles. Donc les protocoles, ce sont les documents où chaque commission électorale locale va transmettre le décompte des voix à la commission électorale centrale, pour pouvoir centraliser tous les résultats. Il y a eu falsification des chiffres en fait qui ont été transmis. Ça a été prouvé par Anatoly Chary. Je vais vous montrer des captures d'écran qui viennent de sa vidéo. On voit clairement que, par exemple, dans un premier cas, il y a eu 30 votes qui ont été transférés du candidat qui a gagné au candidat du parti de Zelensky afin qu'il atteigne le seuil nécessaire pour qu'il passe comme conseiller municipal. On voit une petite magouille de moins 30. Dans le deuxième cas, c'est 20 votes qui ont été transférés d'un candidat à l'autre. Comme on dit en Ukraine, peu importe comment tu fais ta campagne, l'important c'est qui va compter. Voilà, donc Zelensky a utilisé le fait qu'il contrôle l'administration et entre autres la commission électorale pour pouvoir frauder au niveau des chiffres, parce qu'ils se sont pris une déculottée monumentale au bénéfice de la plateforme d'opposition, du parti de Poroshenko dans l'ouest de l'Ukraine. Je crois que le parti de Chary s'en est pas trop mal tiré non plus. Donc c'est clair que là pour Zelensky c'est très 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 mauvais, mais à part ça, quand il y a des fraudes comme ça, l'OSCE et l'UE nous jurent la main sur le cœur que ces élections étaient extrêmement démocratiques. Oui, bien sûr, falsification des chiffres, tout va bien, oui, c'est démocratique tout ça. Et puis en plus d'avoir des petits problèmes de fraude électorale, le pays a un autre gros problème, c'est la disparition de ses habitants. J'ai traduit cette semaine un article qui montre que depuis le Maïdan, le taux de natalité en Ukraine a chuté de 40% quand même, alors que le taux de mortalité, lui, est 2 fois supérieur au taux de natalité. Ce qui veut dire que l'Ukraine perd des habitants, ce que je dis depuis déjà un petit moment, chaque année. Voilà, donc résultat, alors qu'en 1993 il y avait 52 millions d'habitants en Ukraine, ils ne sont plus que 37 millions en 2019. Et ça, c'est pas les chiffres officiels, les statistiques officielles te disent qu'il y a 41,7 millions d'habitants, sauf que l'année dernière, tant qu'il était encore en place, Goncharuk avait lancé un recensement électronique qui a montré qu'en fait, il n'y a que 37 millions d'habitants en Ukraine. Ce qui se rapproche beaucoup d'une évaluation, d'un calcul qui avait été fait par un des contributeurs de Donbass Insider. J'avais publié l'article sur Donbass Insider. Vous cherchez démographie Ukraine, vous allez trouver. Qui montrait qu'ils étaient aux environs de 36-37 millions. Ça, c'était la réalité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les statistiques officielles ukrainiennes ne tiennent pas compte de tous les gens qui ont quitté le pays et qui n'ont pas déclaré en fait qu'ils habitent plus là, quoi. Donc ce recensement qui a été fait par Goncharuk en 2019 est, je pense, beaucoup plus près de la réalité. Donc on est passé de 52 millions d'habitants en 93 à 37 millions en 2019. Oups. 15 millions d'habitants perdus en 28 ans. Alors, je passerai sur les commentaires débiles que j'ai eu sur une des plateformes où je publie, où quelqu'un m'a assuré que le fait de perdre sa population, c'est un signe de bonne santé économique d'un pays. Voilà. Une baisse du taux de natalité liée à l'évolution économique du pays positive,
oui, mais non. Pas quand t'as un taux de mortalité qui est 2 fois le taux de natalité. Voilà, je veux dire, là, il y a un gros problème. Hein. Voilà, je veux dire, faut arrêter les bêtises. Hein. Parce que bon, la France n'a pas perdu 15 millions d'habitants en presque 30 ans, à l'époque des 30 Glorieuses, ou même après. Hein. Je veux dire, la population française continue de croître, et pourtant, la France est un pays développé. Voilà. C'est un pays qui perd sa population, c'est un pays qui va très mal. Hein. Et c'est l'expression du fait que la situation financière de l'Ukraine est catastrophique. Et que ça s'est répercuté sur, entre autres, les aides aux familles. Puisqu'il faut savoir qu'en Ukraine, donc quand un enfant naît, tu reçois une allocation de naissance. C'est le cas aussi en Russie. Et en fait, avant le Maïdan, les montants étaient beaucoup plus élevés, et surtout, ils étaient progressifs. C'est-à-dire, plus tu avais d'enfants, et plus l'allocation qui était versée était importante. Et là, ce qui s'est passé après le Maïdan, c'est que le gouvernement Yatsenyuk a violemment taillé dans ces allocations, le montant était fortement diminué, et en plus, il n'était plus du tout progressif, c'est-à-dire quel que soit le nombre d'enfants, tu reçois toujours ce montant qui est très inférieur à ce qu'il était avant. En plus de ça, les écoles et même les maternelles, parce qu'il y a très peu de place dans les maternelles, hein, ils ont un déficit de place, donc les écoles maternelles se font verser des bakshish pour que tu aies une place pour ton enfant. Voilà. Les écoles aussi passent leur temps à réclamer du pognon. Donc rien que pour scolariser ton gamin, chaque année tu dois sortir plusieurs centaines à plusieurs milliers de grivnia. Tout ça, je rappelle, avec une inflation de 100% sur la même période. D'ailleurs, je vais y revenir. Résultat, avoir des enfants, ça devient un luxe que beaucoup d'Ukrainiens ne peuvent même plus se permettre. D'ailleurs, si on regarde les statistiques en matière de pauvreté, hein, de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en Ukraine, les familles avec enfants sont une proportion importante des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en Ukraine. Et plus vous avez d'enfants, plus vous avez de chances de vous retrouver sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'au-delà de 3-4 enfants, vous êtes sûr à 90% de rentrer dans la catégorie pauvre. Voilà, ça vous en dit long. Si vous rajoutez à ça ce que je vous ai déjà dit, à savoir que beaucoup de jeunes Ukrainiens, après le Maïdan, se sont barrés du pays, hein, parce qu'il n'y a pas de travail, et puis que voilà, la guerre et tout ça. Donc il y en a plein qui ont fui, et c'est ces gens-là qui doivent faire des enfants. Donc il reste plus quoi que les vieux, les gens qui sont trop pauvres ou pas assez diplômés pour pouvoir partir à l'étranger. Voilà, le pays est en train de s'éteindre. Et les prévisions, c'est que d'ici 2050, l'Ukraine risque de ne plus avoir que 20 millions d'habitants. Parce qu'elle est bien partie pour bien dépasser les prévisions de l'ONU. Hein. Parce que c'est bien, parce que c'est 20 millions, c'est la limite de population qu'un pays agraire de la taille de l'Ukraine peut nourrir et à qui elle peut fournir du boulot. Ça tombe bien, c'est le destin qui est voulu pour l'Ukraine par les Occidentaux. Voilà. Je vais vous le prouver d'ailleurs, hein, parce que si on fait un petit point sur le plan économique maintenant de l'Ukraine, la situation pour Kiev n'est pas prête de s'arranger, puisque même Zelensky a admis que l'Ukraine ne peut pas survivre sans les prêts du FMI. Hein, voilà. Je vous mets le screenshot, c'est un média ukrainien, hein, c'est du Hawaii, hein, d'accord ? C'est pas de la propagande du Kremlin. Voilà, même les médias ukrainiens le disent, sans les prêts du FMI, l'Ukraine coule, voilà, c'est tout. Hein. Il a dit que l'économie ukrainienne était construite de telle manière et depuis longtemps que, je cite, « Nous ne pouvons pas vivre sans l'argent occidental. Les gens ont besoin de le savoir, c'est pourquoi il était impossible de refuser l'emprunt du FMI. Hein. » Donc ça, c'est ce que Zelensky a déclaré à des chaînes de télé ukrainiennes. Hein. Il a dit que l'état actuel de l'économie ukrainienne était trop faible, hein, pour se passer de ces fonds. Sauf qu'en fait, la situation actuelle de l'Ukraine, elle est due à plusieurs facteurs. La première, déjà, c'est la corruption endémique qui est galopante plus que jamais depuis le Maïdan. Et puis vous rajoutez à ça la perte du marché russe, hein, depuis le coup d'État, et puis toutes les mesures russophobes débiles. Hein, je veux dire, l'Ukraine s'est désindustrialisée, je veux dire, Antonov a été liquidé, la Motor Sich est en train de se faire dépecer, et ça continue.
ça continue. Hein. Et puis je parle pas du fait non plus que avec le Maïdan, l'Ukraine s'est assise sur les fonds que la Russie était prête à allouer à l'Ukraine. Je rappelle que dans le deal qui avait été proposé à Yanukovych par la Russie, il y avait 15 milliards sur la table. Voilà. On est bien loin des quelques miettes, les quelques milliards que le FMI lâche en échange de mesures qui plombent de plus en plus l'Ukraine. Je veux dire, l'Ukraine ne sort pas la tête de l'eau. En fait, elle s'enfonce de plus en plus à chaque nouveau prêt du FMI. C'est comme les gens qui prennent un crédit pour payer un ancien crédit, qui servait lui-même à payer un ancien crédit, qui servait lui-même à payer un ancien crédit. Voilà, c'est... Et puis au passage, à chaque nouveau crédit, on te pique des meubles dans ta maison. Donc à la fin, même l'huissier, il aura rien à saisir, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ils ont, entre autres, je rappelle, exigé des hausses de tarifs pour les charges communales. Là, ça tombe bien, hein, on a eu Naftogaz, hein, la société de gaz ukrainienne, qui a annoncé que là, il va y avoir une nouvelle augmentation de 35%. 35%, augmentation de 35% du prix du gaz pour les consommateurs finaux, c'est-à-dire monsieur et madame lambda en Ukraine, hein, d'accord? Or, en septembre, il y a déjà eu une hausse de 45%. Voilà, donc si vous partiez d'un prix de départ de 100, je vous laisse faire le calcul, les Ukrainiens viennent de se farcir une hausse du prix du gaz de 95% en 2 mois. Oui, parce qu'il y a 35% de hausse, ils sont calculés sur le prix qui s'était déjà pris plus 45%. Voilà. Donc le prix a quasiment doublé en 2 mois. D'accord? Donc les gens vont plus pouvoir se chauffer, hein. Voilà. Et puis comme si ça suffisait pas encore, hein. Là j'ai découvert une news, c'est extraordinaire, accrochez-vous bien. L'Allemagne et la Grande-Bretagne viennent de proposer à l'Ukraine du pognon, entre autres 20 millions d'euros de la part de Berlin, pour que Kiev arrête l'exploitation minière du charbon et son utilisation pour produire son électricité. Donc, non, mais attendez, le pays se désindustrialise, vitesse grand V, s'appauvrit, vitesse grand V. Ils ont des centrales vétustes, centrales nucléaires vétustes, qui menacent de nous faire un Tchernobyl bis. Et les Occidentaux se pointent, la gueule enfarinée, avec 20 millions d'euros sur la table, c'est une peanut, hein, pour demander à l'Ukraine, en gros, de retourner à l'âge de pierre, hein, voilà, et de faire un paquet de chômeurs en plus de tous ceux qu'elle a déjà. Quand je vous disais qu'ils voulaient transformer l'Ukraine en champ d'OGM géant, avec 3 pélos pour cultiver le tout, là je pense que vous en avez la preuve. Non, parce que 20 millions d'euros, enfin même si l'Allemagne espère attirer des fonds d'autres pays occidentaux, non, une transition aussi importante, c'est du délire. Surtout que je rappelle que beaucoup de gens en Ukraine, comme ici d'ailleurs, se chauffent au charbon. Hein, voilà. Je le rappelle. Voilà, c'est beaucoup de gens qui ont des maisons se chauffent avec du charbon. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez comment l'Ukraine va mettre tous ces mineurs au chômage et empêcher les gens de se chauffer, alors que le prix du gaz vient de se prendre x2 dans la gueule en 2 mois. Donc ils veulent les renvoyer à l'âge de pierre, on est d'accord, hein? C'est les mecs qui vont finir de déboiser ce qui reste des pauvres forêts ukrainiennes qui ont déjà largement souffert depuis le Maïdan. Non, vous êtes sérieux là ou quoi? Non mais, allô? Est-ce qu'on peut arrêter les conneries là? Hein? C'est pas les centrales nucléaires qui restent actuellement en Ukraine qui vont pouvoir assurer l'approvisionnement électrique du pays. Non, vous pouvez arrêter vos fantasmes délirants, ça serait gentil. Hein, voilà. Concernant le Haut-Karabakh, eh bien maintenant, malheureusement, comme on pouvait le craindre, le nouveau cessez-le-feu n'a pas plus abouti que les précédents. Les bombardements se poursuivent. Même encore pire, donc la capitale du Haut-Karabakh subit des bombardements de plus en plus intenses, hein, donc Stepanakert. Donc de la part de l'Azerbaïdjan. La capitale commence, semble-t-il, à manquer de vivres.
surtout que le marché central a été détruit ce matin à coup de tir de grade azerbaïdjanais. Ça a été filmé entre autres par Simeon Pegov de War Gonzo. Je vous mettrai les liens. Il semble que l'armée azerbaïdjanaise a du mal à continuer à progresser, mais continue quand même à progresser, surtout vers la partie sud de la ligne de front, hein, donc vers Chouchi, donc cette ville où il y avait eu l'église qui avait été bombardée, si vous vous souvenez. Le jeu de massacre continue, quoi. Le jeu de massacre continue ouais, je pense que ça va assez mal se finir, cette histoire, ça va assez mal se finir. Donc, et le problème, c'est que ça donne des idées, à l'Ukraine. Voilà, quand il y a ce genre de choses qui se produit avec le soutien de la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, je pense qu'il serait quand même temps de se poser la question de savoir ce que fout la Turquie dans l'OTAN. Je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, Kiev qui est pas drôle. Donc, ouais, je suis ouverte à tous les commentaires. Faut que je trouve un autre nom pour ce genre de nouvelles. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire en dessous de la vidéo. Hein, si vous avez une idée de titre pour ce genre de section. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, je fais régulièrement des missions humanitaires à destination des civils du Donbass, ici en RPD. Donc surtout les enfants, les invalides, les personnes âgées. Je signale d'ailleurs qu'on a un très très important appel aux dons actuellement pour acheter une maison à une famille avec 7 enfants. Leur maison, qui est dans le district de Petrovski, donc qui est pas très loin de la ligne de front, a été bombardée, complètement rasée jusqu'aux fondations en 2014. Ils habitent actuellement la maison du grand-père. Mais alors, la maison du grand-père, il y a 2 pièces. Il y a 2 pièces, donc il y a les 2 parents plus 7 enfants. Voilà, je vous laisse imaginer. Je vous laisse aller voir, la vidéo est sur Donbass Insider, sur la page d'accueil française. C'est ridiculement petit. Les enfants sont encore pas trop grands, mais bon, ça va devenir complètement invivable. Donc on est en train de récolter des fonds pour leur acheter une nouvelle maison, comme on avait fait pour Olia et ses 5 enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à relayer cet appel aux dons et à donner même quelques dizaines d'euros, quelques euros, c'est déjà ça de prix, ça nous permettra d'avancer vers l'objectif qu'on s'est fixé. Mais donc, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, vous savez qu'on fournit régulièrement de la nourriture, des médicaments, du matériel médical, des vêtements, des chaussures et d'autres matériels dont les gens ou les institutions type école, orphelinat ont besoin. On a acheté des machines à laver, on a acheté du matériel de cuisine, voilà, pour qu'ils puissent nourrir les enfants, etc. Donc on achète des trucs dont les gens ont vraiment besoin. Je veux dire, on n'achète pas des trucs futiles. Les seules fois où on leur a donné des choses, entre guillemets, qui ne sont pas essentielles, ce sont soit des cadeaux, hein, parce que bon, les enfants, même si on est en état de guerre, ils méritent quand même de recevoir des cadeaux, d'avoir une vie un peu plus normale, soit des chocolats, des sucreries, donc au moment du Nouvel An, hein, puisqu'ici c'est la tradition, de donner aux enfants un petit sachet ou une petite boîte en carton avec des sucreries et des chocolats dedans. Donc ça, c'est les seules fois où vraiment on donne des trucs qui ne sont entre guillemets pas essentiels. Voilà, c'est vraiment plus pour les enfants parce que voilà, ils méritent d'avoir des petites douceurs et des petits moments où ils ont une vie d'enfant normale. Mais c'est vrai que pour le reste, on donne que des choses absolument nécessaires. Quand on achète de la nourriture, vous le voyez sur les vidéos, on achète quoi? On achète de la viande, des saucisses, de l'huile, du beurre, du fromage frais, on achète voilà, de quoi faire de la cacha, donc du sarrasin, des pâtes, du riz, du sucre, enfin vraiment des trucs, voilà, du lait, des choses... En plus des choses qui, pour la viande, le lait, les produits laitiers, coûtent relativement cher. D'accord? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, dans la région, donc à Nikolaïev, il y a eu lieu un énorme scandale lié à une distribution d'aide humanitaire. Alors je mets des très très gros guillemets à aide humanitaire, et vous allez comprendre pourquoi. C'est le département du travail et de l'aide sociale de Nikolaïev, tenez-vous bien, qui a déclenché le scandale en question. Quand ils ont publié sur Facebook, je vous montre le screenshot, tout fiers d'eux, hein, ils ont montré des photos de personnes âgées à qui ils ont offert à guise d'aide humanitaire, tenez-vous bien, des chips. Des chips. À presque 500 personnes âgées, la plupart invalides ou malades,
qui ont reçu donc des paquets de chips de la marque Lay's, qui étaient offerts par la fondation de charité de la banque alimentaire basée à Kiev. Donc voilà, vous faites de la banque alimentaire, vous achetez des chips. Voilà. Les mecs les travailleurs sociaux ont été jusqu'à chaleureusement remercier leurs sponsors pour cette aide. Des chips pour des personnes âgées invalides. Allô? Sur une des photos, bon, il y a un papy qui prend ça à la rigolade, je pense que, voilà, il s'est dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Par contre, il y a une vieille dame, là, à qui ils ont foutu 3 paquets de chips dessus, la photo est toute petite, je suis désolée, elle a cette taille-là, parce que, bon, les gens ont sauvé les photos comme ils ont pu, vite fait, avant que le post Facebook ne disparaisse, hein. Bon, vous voyez, la vieille dame, elle fait un peu la gueule, quand même, hein, devant ces 3 paquets de chips, là, posés sur elle. Puis je la comprends, hein, parce que c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, à peine le truc était posté sur Facebook que les gens ont déclenché une flémoire dans les commentaires. Hein, ils ont demandé quand même si c'était bien judicieux d'offrir des chips à des personnes âgées qui vivent le plus souvent avec une toute petite retraite, qui peinent à se nourrir correctement et à se soigner correctement. Hein, ils leur ont dit en plus des chips, ils ont peu de chance d'arriver à les manger, parce qu'entre ceux pour qui ça peut être néfaste parce qu'ils ont peut-être des problèmes de santé, genre cholestérol ou diabète, il y en a plein qui ont plus de dents, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les soigner, donc ils les perdent, hein, avec l'âge. Donc ils ont dit, ils vont faire quoi de vos chips? Enfin, je vais dire... y a plein de gens qui ont écrit des commentaires pleins de colère, et je les comprends totalement, ils ont totalement raison, ils ont dit mais les chips c'est pas de la nourriture de première nécessité, et que ça aurait été bien plus utile d'acheter par exemple de la vraie nourriture, comme du sarrasin ou du sucre, c'est-à-dire des choses que nous on achète quand on fait ce genre de mission humanitaire. Voilà, ça aurait été plus utile de leur acheter même de la viande en conserve, ça aurait été un truc, déjà ça aurait été un truc de luxe pour eux, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, des chips, et les mecs étaient tout fiers d'eux, tout fiers, en mode, ah, regardez, on a offert des chips Lay's à des personnes âgées de chez nous. Mais vous êtes barrés ou quoi? Mais vous avez fumé quoi, les mecs? Le papier peint, la colle, la moquette, le tout ensemble, mélangé avec du crack ou quoi? Non mais sérieusement, bon, face au tollé, hein, ils ont vite fait disparaître le post Facebook, hein, mais bon, des gens ont eu le temps de faire des captures d'écran. Et en plus, ils en sont pas à leur coup d'essai, semble-t-il, puisque il y a quelques années, ils avaient aussi offert des chips et des crackers, hein, donc genre des tucs ou des trucs comme ça, aux personnes âgées pour le Nouvel An. Toujours à Nikolaïev. Les travailleurs sociaux de Nikolaïev, je pense qu'il faut les recycler. Je sais pas dans quoi vous pouvez les employer, parce qu'il faut avoir quand même un sacré niveau de débilisme pour filer des chips à des personnes âgées, surtout invalides ou malades, en guise d'aide humanitaire. Donc je sais pas trop, faut un truc où il n'y a pas besoin d'avoir un QI à plus d'un chiffre, parce que bon... là, je pense qu'on en est carrément à ce niveau-là. Non, sérieux. Enfin, là... Moi, je rigole pas quand je vois ça. Je rigole pas du tout. Je trouve ça absolument scandaleux, ignoble. C'est vraiment n'avoir aucun respect pour ces personnes âgées, que de les montrer comme ça, de les prendre en photo avec des paquets de chips en étant tout fiers comme si tu leur avais offert Byzance, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allô? Bref. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je veux pas que le site web soit trop long. Je vous invite à aller voir sur le site Donbass Insider 2 autres articles que je n'ai pas mentionnés ici. Le premier, c'est la traduction complète des questions et réponses de Vladimir Poutine lors du club de discussion de Valdai. Donc vous vous rappelez, je vous avais parlé la semaine dernière du fait que j'avais déjà traduit le discours de Vladimir Poutine. Donc là j'ai fait la suite, j'ai fait la partie questions-réponses qui est 2 fois plus longue, qui est très intéressante. Allez lire ces questions et surtout les réponses de Vladimir Poutine, qui je pense sont très éclairantes sur sa vision des choses pour l'avenir de la Russie et du monde. C'est vraiment super intéressant, allez le lire. L'autre article que je vous recommande d'aller lire, parce que j'en ai pas parlé là parce que ça concerne plutôt la Syrie, c'est le fait que Bellingcat s'est pris lui aussi une fessée déculottée de la part de The Grey Zone et entre autres Aaron Maté,
sur le dossier des OPCW Leaks, donc les fuites concernant l'OIAC, qui est cette organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Il y avait eu des allégations de fraude concernant, de falsification en fait, des rapports d'enquête, entre autres concernant la fameuse attaque chimique à Douma, qui avait justifié le bombardement de la Syrie par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Et en fait, plusieurs même des inspecteurs avaient dénoncé le fait que leurs conclusions avaient été ensuite trafiquées et falsifiées pour dire quelque chose que leur enquête ne disait pas au départ. Et Bellingcat a essayé de sauver le bébé de manière pitoyable avec un brouillon d'email qui n'a jamais été envoyé. Et là, ils se sont fait attraper. Ils se sont fait attraper par The Grey Zone qui les a crucifiés sur la place publique. Ils essayent de ramer pour essayer de se sortir de ce bourbier, mais ils sont en train de s'enfoncer encore plus. Enfin, arrêtez. Elliot Higgins, retourne vendre des sous-vêtements. Hein, voilà, c'est la seule chose à laquelle t'es compétent, parce que là, plus vous creusez, plus vous vous enfoncez là. Je vous le dis gentiment. Donc je vous encourage à aller le voir. Hein, donc c'est la débâcle du brouillon. Vous allez voir, c'est dans la partie analyse de Donbass Insider. C'est un must à lire absolument, et ça prouve définitivement que Bellingcat est une agence de désinformation qui travaille pour les services secrets occidentaux, entre autres britanniques, pour répandre des fake news et de la désinformation. Et là, c'est prouvé et étayé. Donc allez lire, vous allez voir, ça prouve que l'OIAC a été complètement discrédité dans cette affaire, à force d'avoir voulu en fait, satisfaire les Américains, qui avaient fait pression sur l'organisation. Et donc là, ça décrédibilise tout leur travail, tous leurs rapports, toutes leurs conclusions, et c'est très grave, parce que c'est une organisation importante. Donc voilà, allez lire ces articles, je vous encourage à le faire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, prenez soin de vous.